Bonjour, je suis Anthony, agent immobilier pour Kibara Property et aujourd'hui nous accueillons Paul de GMS Agency. Nous allons discuter taxes et fiscalité. C'est Donc, ça. Paul, je te laisse introduire. Merci Anthony, bonjour à tous. Donc moi c'est Paul de GMS Agency, consultant manager de la société. Et concrètement, on accompagne les gens qui veulent investir en Indonésie, notamment à Bali, dans toutes les démarches administratives pour la création de société, pour les taxes et pour obtenir les visas, permis de séjour longue durée pour tous nos clients. GMS a été créé à 5 ans par un Français, Fabrice, qui était en Indonésie depuis 2016. Et il est arrivé à Bali pendant le Covid en 2020. Et donc, il a voulu monter une société et il a voulu tout faire tout seul. Ok. Et il a mis 6 mois. Et donc, et pourtant, il avait du staff déjà à l'époque. Et donc, il s'est dit, vu que j'ai mis autant de temps, autant galérer, autant, maintenant que j'ai les process, aider les gens et les accompagner pour créer leur société, obtenir leur visa. Et donc, c'est né comme ça. Donc, en 2020, pendant le Covid, donc pas beaucoup d'activités. Et puis, ça a repris petit à petit, sorti de Covid. Et moi, ça fait déjà 2 ans maintenant que j'ai rejoint l'équipe. Ok, magnifique. Et on part sur une 3e année. Ok, très bien, merci pour cette présentation, Paul. Donc aujourd'hui, comment ça se passe? Je veux dire, nous, Kibara Property, on va avoir un client qui va vouloir investir, acheter une propriété avec nous. On va faire une mise en relation. Donc, comment ça se passe et comment tu vas travailler avec lui? C'est très simple en fait. Souvent, tu me mets en relation avec ce client via un groupe WhatsApp. Et donc, on va faire un premier meeting avec ce client où je vais lui expliquer pendant 45 minutes, 1 heure, déjà vraiment comprendre son projet, est-ce qu'il va venir à Bali, est-ce que c'est purement un investissement locatif, et lui expliquer de A à Z comment on crée une société en Indonésie, quels vont être les process, quels vont être les coûts, et aussi dans le futur, quels vont être les coûts comptabilité, quels vont être les coûts pour les permis de séjour. Donc le but, c'est vraiment d'expliquer taxes, fiscalité et process aux clients, Ok. qu'il ait toutes les cartes en main, que ça soit le plus transparent possible. Et suite à ce meeting-là, il y a beaucoup d'informations pendant 45 minutes. Bien sûr. Je lui envoie une offre de 13 pages à peu près, qui reprend tout ce que j'ai dit, tous les process et le devis détaillé pour qu'il ait vraiment toutes les cartes en main, comme j'ai dit, et que ça soit clair pour le client et qu'il sache où il va à l'avenir. Et ensuite, après, au moins, il a la partie fiscalité, taxe, c'est clair. Et la partie investissement, purement investissement immobilier, que là, tu vas gérer derrière avec tout ce que ça implique. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que bon, nous, on va recevoir en fait un premier lead qu'on va déjà qualifier, voir quel est le projet de l'investisseur. Maintenant, dans 6 mois, dans 1 an, en fonction, on va activer, on va bien sûr présenter l'entreprise, savoir ce qu'on va pouvoir mettre en place pour lui, pour l'accompagner et faire que son investissement soit un succès ici à Bali, parce qu'on peut se tromper. Il y a beaucoup d'interlocuteurs. Donc nous, on est une entreprise qui est déjà en place depuis 2008. On a donc un avocat, on a notre listing département qui va s'occuper de checker tous les documents en fait, de toutes les propriétés avant de les mettre en ligne, ce qui va éviter en fait tout problème durant la due diligence. On a également notre legal team qui va accompagner à réaliser ce qu'on appelle l'ITL, donc le compromis de vente, et qui va suivre en fait toute la transaction de A à Z. Et c'est aussi pour ça qu'on s'entoure et qu'on travaille avec des sociétés extérieures, en fait, pour travailler dans la légalité et avoir un accompagnement, que ce soit fiscal et juridique, on va dire, sur la création de cette entreprise. Donc, pour toi, c'est un passage qui est indispensable. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Concernant, en fait, quand on fait un investissement immobilier à Bali, il y a 2 façons de faire. Soit on achète en perso, donc en son nom propre. Dans ce cas-là, on va pouvoir faire, soit on habite dedans, très bien, Ok. parce qu'on veut vivre à Bali, soit on veut faire de la location, mais on peut faire de la location qu'à l'année. D'un point de vue légal, on ne peut pas faire de la location daily, weekly ou monthly. Ok. Pour faire ça, il faut passer par une société qui va permettre l'exploitation de la villa sur Airbnb, Booking encore. Et là, pour le coup, on peut faire à la journée, à la semaine, au mois ou à l'année, on peut faire ce qu'on veut. De plus, on peut avoir l'avantage d'avoir un KITAS, qui est un permis de séjour sur 2 ans, un Investor KITAS. Donc ça, autant pour les gens qui veulent venir s'installer à Bali. La société va nous permettre d'avoir ce visa. Et avec ce KITAS, on va pouvoir avoir un numéro fiscal. Ce qui permet aussi, via la création d'une société, d'optimiser ses taxes en cas de revente. C'est-à-dire que quand on vend un bien en Indonésie,
C'est pas comme en France où on est taxé sur le bénéfice. Ici, on est taxé sur le prix de vente. Donc, si on achète en perso, on paye 20% sur le prix de vente. Si on achète via une société ou qu'on a un quitas, on va payer 10% sur le prix de vente. Ok. Donc, sur un grand montant, sur une villa à 200 000, 300 000, si on paye 10%, ça va être 20 000, 30 000. Et si on paye 20%, ça va être facilement le double. Ok. Et alors, moi, en tant qu'acheteur particulier, tu vas me recommander systématiquement en fait, de monter une PTPMA du coup? Ça dépend. Encore une fois, si c'est pour vivre dedans, pas forcément. Parce que du coup, on ne va pas faire de l'exploitation de cette villa. Si on prévoit de faire l'exploitation de cette villa, oui, je vais recommander de créer une société et de la créer avant la signature du lease agreement. Ok. C'est-à-dire qu'on souhaite que ce soit la PMA, et bien la PMA, qui va être sur le contrat du lease agreement. Et comme quoi, c'est la PMA qui achète le terrain et qui fait l'exploitation de ce bien-là. Bien sûr. Bon, et ça, la PTPMA, on peut l'intégrer dans le process. C'est-à-dire qu'on va avoir on va trouver un bien, on va faire une offre, l'offre va être acceptée. On va faire du coup un booking fee, 1% de la valeur totale pour une propriété à 200 000, par exemple 2 000 euros. On va préparer donc l'ITL, le compromis de vente, on va le signer, on va faire le 10% en fait de déposit qui va être mis sur un compte séquestre. Et là, toi, tu peux intervenir pendant ce temps-là, créer la PTPMA, et lors de la signature, il faut que la PTPMA soit en place pour que sur le deal final, nous ayons le bien enregistré sur la PTPMA. On est d'accord? C'est ça, donc après, on s'arrange en fonction des timings, c'est jamais au jour près, mais effectivement, souvent, vu qu'à un moment, il y a un déposit qui permet de bloquer le paiement de la villa, soit on le fait à ce moment-là, là, on commence le process de création de société, Okay. soit on l'a anticipé un peu avant parce que le client sait qu'il va investir, que ce soit sur ce bien-là ou sur un autre bien, et donc il préfère directement avoir la PMA, et comme ça, plus tard, si ce deal-là ne fonctionne pas, et ben, il aura déjà la PMA pour un autre deal. Ok, très bien. Donc il arrive que tu aies des clients en fait, qui n'aient pas encore trouvé de propriété, qui se rapprochent de toi pour déjà mettre en place une PTPMA dans l'objectif d'acquérir une propriété. C'est ça, j'ai les deux cas de figure. J'ai soit des gens, par exemple, qui vont passer avec des agences immobilières comme vous, où c'est quand même bien précis et qui souhaitent investir dans la foulée. Donc là, on va créer la société à ce moment-là. Okay. Soit des gens qui ont le projet de venir s'installer à Bali. Et donc, de créer cette société déjà parce qu'ils vont pouvoir arriver directement avec leur quitas, pour eux et pour leur famille s'ils ont des enfants. Souvent, on a des parents avec des enfants. Avec la société, on va pouvoir l'investor quitas 2 ans pour les parents et le family quitas 2 ans pour les enfants. Okay. Donc, ils viennent, ils arrivent directement avec leur visa et ils savent que dans l'année, ils avaient prévu d'investir ou de monter un autre business. Et au moins, toute la partie administration est déjà créée, déjà établie. Pareil pour les comptes bancaires. Ils n'ont pas besoin de se soucier de recommencer tous ces process-là. Et après, ils peuvent faire l'investissement avec vous directement. Ok, c'est clair. Merci beaucoup. Ok, Paul. Donc, merci beaucoup pour ces explications et ces deux cas de figure. Dans le cas où on veut du coup créer une PTPMA dans le cadre d'une acquisition d'un bien, comment ça se passe en termes de délai? Je veux dire, c'est rapide, c'est 24 heures, c'est un mois, c'est 6 mois à l'avance. Comment ça se passe? C'est assez rapide en théorie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai rencontré le client, je lui ai envoyé l'offre. À partir du moment où il signe l'offre, il y a une petite semaine pour récupérer les documents, préparer le draft de l'acte de société avec notre notaire. Ensuite, on signe avec la notaire. Donc, soit en présentiel, soit à distance. C'est-à-dire que tous nos process, on peut les faire à distance si les gens sont en France, en Europe ou ailleurs. On peut s'occuper de tout sur place. On signe avec la notaire. Une fois que c'est signé, une semaine pour terminer la société. Donc là, on a l'acte de la société, comme un cabis en France. Et donc là, on peut déjà préparer le lease agreement final pour la vente ou l'achat du bien et mettre la PMA qui achète le bien. Et donc ça fait déjà 2 semaines. Et suite à ces 2 semaines-là, on va ouvrir le compte bancaire de société. Okay. Ça prend toujours plus ou moins 10 jours, 2 semaines. Donc on arrive à 1 mois. Et après, on va faire les quitas. Et les quitas, ça va prendre une quinzaine de jours maximum. Donc en fait, en 1 mois et demi, on peut terminer tout le process. Après, bien évidemment, pour les quitas, ça va dépendre de quand viennent les gens en Indonésie. Et ça, on s'adapte. Ok.
Alors j'ai juste une question par rapport à ça, c'est clair pour moi, mais par exemple un client qui va devoir envoyer du coup de l'argent sur ce compte indonésien, est-ce qu'il va être bloqué pour sa transaction ou il pourra régler directement l'achat de son bien avec son compte bancaire français et du coup ce sera réintégré dans la PTPMA en tant que capital? Comment ça fonctionne? Alors, il arrive souvent que ça soit le rush pour justement l'acquisition du bien, parce Comme que toujours. le vendeur, il veut vendre son bien, il a plein de demandes, etc. Donc, en soi, vraiment, le point le plus important, c'est que l'acte de la société soit créé et qu'on le mette dans le lease agreement de l'achat. Et ensuite, s'il faut vraiment envoyer les fonds directement, ils peuvent directement envoyer de France donc au notaire qui ensuite va le transférer au vendeur sans passer par le compte bancaire de société. Donc après, ça sera enregistré dans la comptabilité, ça, c'est pas un problème. Ok. Et c'est afin d'accélérer les process et éviter justement de perdre un deal à cause de ces délais. Ouais, clairement, Mm. c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, pour revenir un petit peu plus aux investisseurs, quelles sont en fait les erreurs à ne pas faire ou les choses que toi tu as pu constater par ton expérience qui ont pu potentiellement faire capoter une transaction, manquer une opportunité pendant ton expérience en fait au sein de GMS Agency? Alors je dirais que quand les gens ils recherchent un bien, nous on leur dit toujours de ne pas se presser. C'est-à-dire qu'on est à Bali, il y a des milliers d'opportunités et que des fois on va passer à côté d'une opportunité parce que le vendeur ne veut plus vendre, parce que quelqu'un d'autre s'est mis sur le deal à notre place. Mais en soi, il ne faut pas stresser par rapport à ça. Parce que comme je disais, il y a des milliers d'opportunités, donc on va facilement en retrouver une autre, voire peut-être meilleure, très rapidement. Donc se laisser le temps de réfléchir et surtout bien comprendre comment fonctionne l'investissement ici. Alors soit on n'est jamais venu et justement on va passer par des professionnels comme toi qui vont expliquer le marché, qui vont expliquer où investir. Parce que souvent on me demande moi aussi, ok, où investir. Ok. Moi, je ne suis pas agent immobilier non plus, mais ça fait 4 ans que je viens, 2 ans que j'habite ici sur Bali. Donc je commence à connaître. Et en fait, tout dépend de votre profil d'investisseur que vous êtes. C'est-à-dire, peut-être vous avez préféré un endroit où investir. Peut-être vous allez viser tel secteur. Ça va dépendre aussi de votre budget. Donc en fait, il y a tellement de critères à prendre en compte. Et après, ça, c'est C'est toi notre partie. qui va trouver la bonne zone pour l'investisseur en fonction de son profil. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai que des fois, il y a des investisseurs qui sont voilà, jamais venus à Bali, qui sont prêts à réaliser des transactions en fait à distance parce qu'ils sont pris par autre chose, ils n'ont pas forcément le temps. Et du coup, ils peuvent être eux dans l'urgence. Et bon, ben, ça, est-ce que du coup, il y a des erreurs à ne pas faire ou si tu vas actionner la transaction, c'est trop tard, tu peux faire machine arrière. Si tu n'as pas pensé à la PTPMA et tu as une holding en France, est-ce que ça, tu as un moyen de le levier et de rattraper la chose? Oui, c'est-à-dire que si on a acheté en perso, on peut toujours créer une société, donc une PMA derrière, et on va faire un bail entre nous, perso, et notre PMA, et c'est notre PMA qui va faire l'exploitation de notre bien. Ok. Donc on peut toujours rattraper derrière pour être le plus légal possible en accord avec les lois indonésiennes. Bon, j'imagine que ça a forcément un coût, mais qui reviendra en détail potentiellement, le cas échéant, avec les gens. Mais c'est possible en tout cas. On n'est pas bloqué. On n'est pas bloqué. Ok. Bon. On reste en Indonésie, il y a toujours des solutions. Donc on trouvera toujours une solution. En tout cas, on fera pour trouver la bonne solution en fonction des cas, quoi. Ok. Il faut s'adapter. Bon, parfait. Ok, merci Paul pour ces explications. On va faire un parallèle rapidement entre le leasehold et le freehold. Yes. C'est vrai qu'en France, nous, on n'est pas forcément, et même en Europe, on n'est pas familier avec tout ça. Donc, c'est quand même important d'en parler 5 minutes. Donc, le leasehold, très simplement, on va en fait acheter un terrain ou une propriété ou les deux pour une durée déterminée, que ce soit 20, 25, 30 ans. Auquel cas, il sera possible de faire une extension. Par exemple, on va acheter pour 25 ans. Dans le contrat, il y aura marqué qu'on va prendre une extension, par exemple, 10 ans avant le terme pour un autre 10 ans ou 25 ans, ou à déterminer en fonction d'eux. Maintenant, il est vrai que pour ça, il est très important de garder un très bon relationnel en fait, avec le propriétaire du terrain, le landlord, pour être sûr qu'en fait, on va réussir à négocier un prix qui soit quand même raisonnable et pas arriver au bout de 10 ans. Hello, c'est moi, je viens pour faire l'extension. On connaît personne, non, ça va pas le faire. Pas. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un point important et on encourage du coup en fait tous les investisseurs et acquéreurs de propriétés
à garder de bonnes relations. C'est pas toujours facile, mais on revient de France, on ramène un petit cadeau, un petit truc, les enfants, comment ça va? Voilà, c'est du relationnel, ça fait partie du business, très simplement. Ok. Maintenant, il y a le freehold. Donc, le freehold, c'est différent. À la base, c'est réservé aux Indonésiens. Depuis peu de temps, ça a été ouvert, on va dire, aux étrangers à condition d'avoir une PT-PMA. De manière générale, c'est un titre de propriété sur 80 années. On dit oui, c'est pour un héritage, etc. C'est pas forcément le cas. Ce qui va se passer en cas de décès, c'est les enfants qui vont le récupérer, qui vont le revendre. L'idée, c'est de le revendre potentiellement à un Indonésien ou à une autre PT-PMA. Voilà, très simplement pour le freehold. Maintenant, en termes de taxes, sur ces deux schémas-là, est-ce que tu peux nous éclairer, s'il te plaît? Sur le leasehold notamment, en fait, comme je disais au début de la vidéo, si on achète en perso, on va payer 20% sur le prix de vente. Si on a une société ou un quitas, on va payer 10% sur le prix de vente. Donc ça, c'est quand on achète le bien. Après, une fois qu'on fait l'exploitation du bien de notre villa, on va également payer des taxes sur notre société. Donc les 3 premières années, on paye 0,5% sur le chiffre d'affaires. Waouh, rien à voir avec la France pour le coup. Rien à voir avec la France. Donc ça, c'est pour toutes les activités. Après, il y a une taxe supplémentaire au fait, une taxe hôtelière qui est de 10% sur le CA. Donc, en fait, on est à 10,5%. Donc, si on fait 100 € de chiffre d'affaires sur un an, on va payer 10,50 €. Ce qui est quasi rien. Et à partir, donc ça, c'est les 3 premières années, sachant que l'année fiscale est de janvier à décembre. D'accord. À partir de la 4e année, on va payer entre 11 et 22% sur le bénéfice net. Ok. Sachant que pour la majorité des investisseurs avec 1, 2 villas, 3 villas, on va rester dans la tranche des 11% net. Et pour passer aux 22%, il faut faire un peu plus de chiffre d'affaires, etc. Ouais, c'est vraiment pour des investisseurs qui ont une très grosse propriété, voire plusieurs propriétés. C'est ça, c'est du cas par cas, mais dans 90% des cas, ça sera du 11% sur le bénéfice. Ok, ce qui est plutôt très avantageux. Ce qui est plutôt très avantageux parce que forcément, avec sa société, on peut mettre des charges, les billets d'avion, on peut avoir des restaurants, etc. Son logement convient à Bali. Donc en fait, on va mettre des charges sur notre société, ce qui va baisser notre bénéfice net, et donc on va payer moins de taxes. Voilà, le but, c'est de payer des taxes, parce qu'il y a des taxes à payer, mais aussi d'optimiser pour que ça soit équilibré. Ok, bon, magnifique. Et donc, bon, on a fait notre investissement, on a fait travailler notre investissement. Demain, on a envie de revendre. Donc, sur les deux cas de figure, que ce soit alors du leasehold, en tant que vendeur, je vais payer à la revente 10% de taxes sur le prix total. Sur la partie du freehold, ce sont l'acquéreur qui, lui, va payer donc 5% et le vendeur qui va payer 2,5%. Ok, donc c'est encore un cas de figure un petit peu différent, mais voilà les deux cas de figure en fait. Et oui, c'est ça. Mais je sais pas si tu as un pourcentage, mais c'est sûr que la plupart des clients, ce sera quand même plus un leasehold qu'un freehold. Oui, clairement, on va dire à peut-être 80% des clients. C'est toujours délicat de donner des chiffres comme ça, mais une grosse partie de nos clients partent en fait sur du leasehold parce que déjà en termes de coût d'achat, il est moindre, et donc pour rentabiliser en fait cet investissement, on va avoir un retour sur investissement plus fort et récupérer en fait notre somme plus rapidement, et donc on va être capable de capitaliser par-dessus et de faire une revente en fait de ce leasehold avec une extension ou pas en fonction. Et vous tablez, pour parler un peu chiffres, dans l'agence, dans votre activité, vous tablez sur combien de ROI en moyenne? Pour avoir une idée, quel est le budget minimum pour vos clients? Si tu peux donner un peu des infos par rapport à ça. Alors, très rapidement, et clairement et simplement pour le ROI, on va dire qu'on est entre 8 et 10% de retour sur investissement net. C'est la majorité des cas de figure. Oui, les gens qui vont te dire 20%, c'est faux, ça n'existe pas. Clairement, il faut fuir, on est d'accord. Voilà. On va avoir des investissements qui sont intéressants sur du 10, 12,
mais ça va être sur des paniers moyens plus élevés, donc des tranches de budget forcément plus hautes, sur des investissements, on va dire, à partir de 300 000 euros, et sur les investissements un peu plus faibles, on va dire entre 100 à 300 000 euros, on sera plus sur une fourchette de 8 à 10% de manière générale. Okay. Ouais. On peut toujours espérer un petit peu mieux, mais il faut vraiment faire attention. Ça peut jouer aussi avec une durée du lease. Si on a un lease, je disais tout à l'heure, 20, 25, 30 ans, si on achète une propriété où il y a un lease, par exemple, de 18 ans, vu que le prix d'achat sera plus faible, on aura peut-être un ROI plus important à l'instant T. Par contre, à la revente, ce sera un petit peu plus compliqué parce que si on a un ROI de 10%, on va utiliser la propriété, disons 10 ans pour avoir rentabilisé son investissement et penser à une revente, mais du coup, le lease restant sera assez court. Donc, il faut bien faire attention à cette gymnastique où il faut penser à une enveloppe budgétaire en fait, pour faire une extension. Payer l'extension. Voilà. Alors, à partir du moment où on a cette extension qui est actée, on peut très bien vendre la propriété comme ça et l'acquéreur, en fait, le futur acquéreur, va débloquer l'extension et il aura vraiment une valeur ajoutée. Le prix de vente, en fait, il va payer l'extension. Exactement, tout à fait. Ouais, encore une fois, on y revient à cette extension. C'est vrai que nous, on en parle souvent avec nos clients et c'est assez important. Et on leur dit que c'est très important parce que vous allez, en fait, négocier une extension en 2025 que vous allez, donc au prix de 2025 que vous allez payer en 2026, par exemple. Et donc en 2026, les prix, on ne sait pas, on ne sait pas ce qui arrivera dans 10 ans, mais vu comment ça se développe, on peut estimer que ce sera sûrement plus élevé. Potentiellement, et donc en fait, on paiera 10 ans de plus de notre lease avec le prix de 2025 au lieu de 2035. Clairement. Non, mais un point qui est sûr et qui est vraiment important, c'est de travailler avec des partenaires de confiance. Donc ça, pour les investisseurs, déjà, soit qui sont en France, qui viennent à Bali, c'est quand même loin de chez nous, c'est pas les mêmes mentalités, c'est pas les mêmes règles, donc c'est important d'être bien entouré. Alors comment trouver des bonnes agences, que ce soit comme Kibarer Property, ça marche vachement au feeling. Voilà, quand toi tu vas rencontrer les gens, il y a un feeling qui se crée, une confiance qui se crée. Pareil quand les gens viennent ici, c'est quand même moins formel que chez nous, parce que des fois les gens vont venir en vacances avec un projet d'investissement. Bien sûr. Direct, il y a vachement de proximité. Donc c'est important de bien ressentir ce feeling-là, des deux côtés, j'ai envie de dire, autant de notre côté que du côté client. Et après, ce qui est important, moi, pourquoi j'aime bien travailler avec toi, c'est que je sais que tu vas m'envoyer des clients qui vont investir. Après, je les accompagne. La plupart du temps, ils sont quand même contents. Moi, ils me font toujours des bons retours sur ton travail et sur les investissements qu'ils font derrière. Et donc, en fait, ça fait un petit écosystème entre Kibarer, GMS, les investisseurs, qui fait que tout se passe bien. On est quand même super réactifs. Clairement. Toi comme moi, on répond les week-ends, on est toujours dans tous les groupes. Ça, c'est important, c'est-à-dire que quand on travaille ensemble, on crée un groupe où il y a Anthony, l'investisseur, moi-même, mon équipe, en tout cas pour la partie création de société, je parle pour mon cas. Et donc, après, il y a mon équipe qui va faire tout le process administratif pour relancer, récupérer les documents. Mais nous, on est dans tous les groupes. Moi, je suis dans tous les groupes. Et en fait, on répond tout le temps. C'est-à-dire que ici, on fait toujours plein de choses. On n'a pas vraiment ce truc de 9h, 18h. Non, voilà. C'est personnel à chacun. Hein. Bien sûr, mais c'est vrai qu'on a des clients qui sont européens, australiens, américains, français bien entendu. Il y a du décalage horaire, donc on se doit en fait on se doit d'être disponible, même si on répond pas forcément à tout. On a le visuel en fait dans ces fameux groupes et pour les clients, en fait, c'est bien d'être accompagné en fait de A à Z et de leur présenter en fait des gens de confiance et des gens avec qui on travaille. On n'est pas à notre coup d'essai. Autant que ce soit GMS Agency, ça fait plusieurs années que ça existe, qui va avoir plus de 15 ans. Donc, on est des acteurs quand même en fait sur le marché. Présent dans le temps et on n'a pas vocation à disparaître demain. Et même si forcément on est commissionné, on gagne de l'argent à vendre des propriétés, à créer des entreprises, c'est pas en créant une entreprise ou en vendant une propriété qu'on va partir au soleil et se la couler douce. C'est pas l'idée. Toi, ça fait 2 ans que tu es là, moi, ça fait un peu plus d'1 an. Nos entreprises, beaucoup plus longtemps. Donc, on a besoin de s'inscrire en fait dans le temps, dans la durée,
tu as dit les gens viennent ici en vacances. Bali, ça reste une petite île. C'est une petite communauté, même si on est beaucoup de Français, mais ça va très très vite. Et donc, on essaie de travailler en bonne intelligence pour aussi avoir un certain réseau et faire du bouche à oreille. Et même si aujourd'hui, par exemple, moi, je vais avoir un lead qui potentiellement veut investir, ça ne va pas se faire maintenant. Il va vouloir montrer une entreprise pour son activité en fait personnelle. On fait une mise en relation et peut-être qu'il travaille avec toi aujourd'hui, pas avec moi aujourd'hui, mais demain il travaillera ou il nous apportera d'autres clients. Donc, c'est de travailler en bonne intelligence. C'est ça. Au service du client et bien entendu pour nos entreprises. Ce côté réseau aussi que tu as évoqué, je vais souvent, les gens de mes clients, ils vont me parler d'un projet, je leur dis je connais telle personne et ils vont les contacter et il y a vachement ce côté partage de réseau. Comme tu dis, ça reste une île où tout le monde se connaît plus ou moins ou connaît quelqu'un et donc c'est sympa de vraiment pouvoir partager, c'est un des bons côtés, c'est de pouvoir partager le réseau avec nos clients, avec les amis, avec tout le monde. Exactement. Donc ça, c'est une vraie force. Ouais, c'est une force et c'est vraiment très important. On se soutient les uns les autres. On n'est pas les plus beaux, les plus forts, mais on essaye de faire du mieux possible, en tout cas. Oui, c'est ça. C'est comme... faut savoir qu'en Indonésie, les règles changent assez souvent. Que ce soit pour les taxes, que ce soit pour les sociétés, que ce soit pour l'immobilier. Donc nous, GMS, donc on est une boîte à outils. On a les notaires, les banques, les avocats en Indonésie, avocats fiscalistes en France, les experts comptables, les comptables. Donc on est vraiment une boîte à outils. Clairement. Mais on ne se vante pas de tout savoir. C'est-à-dire que des fois, au moins, si on nous pose une question et qu'on ne sait pas, au moins, je regarde dans ma caisse à outils, j'ouvre le bon tiroir et je vais poser la question pour justement être à jour sur les informations. Et donc après, on fait ça tous les jours. Donc on est quand même plutôt à jour sur tous ces changements-là. Mais voilà, au moins s'il y a une question qu'on ne sait pas, on va aller trouver l'information pour nos clients. Bien entendu. Bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour de tous ces points. En résumé, si tu avais, toi personnellement, dans ton expérience, 2-3 conseils en fait, à donner à ces investisseurs, lesquels seraient, voir si on a de la complémentarité en fait. Moi, ce serait vraiment... Alors, j'aurais tendance à dire déjà, venez à Bali avant d'investir. Parce qu'il y a ce qu'on voit sur Internet, etc. Mais ici, on investit cash. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de prêt à la banque ou autre. Donc, ça reste quand même un investissement d'une vie ou des gros apports de capitaux. Donc, c'est bien de venir sur place pour savoir dans quoi on va investir, où on veut investir. Encore une fois, rencontrer les gens avec qui on va investir, qui vont nous accompagner pour vraiment sécuriser son investissement. Pour moi, voilà, c'est vraiment le point important. Je pense que c'est vraiment nécessaire de venir et de découvrir comment ça se passe ici. Et de s'entourer de bonnes personnes et pas écouter, entre guillemets, le premier venu qu'on a rencontré, qui a fait un investissement, qui veut revendre, etc. Travailler avec des professionnels et prendre du temps, comme tu disais tout à l'heure aussi, analyser et être sûr où on met les pieds. C'est ça. Ok, donc je pense aujourd'hui qu'on a fait le tour, Paul. Donc maintenant, je vais m'adresser aux investisseurs. Donc, si vous avez des questions, des demandes, un projet à Bali, je vous invite bien entendu à vous rapprocher de Paul de GMS Agency. Je te remercie. Pour toute cette partie fiscale et taxes. Et puis pour les propriétés, bien entendu, de Kibar Property. Donc, merci Paul, encore une fois. Merci à toi, Anthony. C'était super sympa. Et puis, voilà. Au plaisir. Au plaisir.